Pardon. Ah oui, j'étais pas synchro. J'étais pas synchro avec le générique, si vous voulez, c'est comme ça. L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux Black Friday. Ah, ce Black Friday, tiens, bon, vous verrez, du 28 novembre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne pour ne pas louper toutes les dingueries qui n'arrêtent pas de nous filer sous les yeux. Il faut s'y intéresser, c'est très très important pour le monde qui vient. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, à mettre vos commentaires sous cette vidéo. Et c'est parti pour la revue des actus du moment. Une fois n'est pas coutume, je voudrais pointer avec vous quelque chose qui n'est pas une news, voilà, un buzz qui vient d'arriver, mais qui est un truc de fond qui est en train de tout changer en ce moment. Et ce truc qui va tout changer, c'est Google. Je voudrais vous en parler à la une de cette revue d'actu, on va parler de plein d'autres choses, mais je voudrais vous faire un point sur ce qui est en train d'arriver. On est le 28 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo, vous la verrez peut-être cette vidéo le 29 ou le 30. Pourquoi le 30 ? Parce que le moment iconique de l'intelligence artificielle, l'IA qui existe depuis des décennies et des décennies, les amis, mais il y a eu un moment déclencheur, c'était le 30 novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT, découverte du grand public que l'IA pouvait nous proposer un truc un peu magique qui discute avec nous. Puis après, ça n'a cessé d'être l'emballement maximum. OpenAI a surpris tout le monde et puis tous les grands leaders de la tech, etc. se sont dit « Ouloulou, faut qu'on se mette à l'IA ». Il y en a trois majeurs. Et il y en a deux autres de côté, que je laisse de côté, c'est les majors américaines, plutôt réseaux sociaux. J'ai nommé X et Facebook, Meta, on va dire. Eux, ils font de l'IA, ils le font un petit peu différemment des trois autres géants, les GAFAM, les trois lettres. Il y en a deux, ils sont un peu particuliers. Les trois autres, les amis, Apple, Google, Microsoft. Quand il y a eu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, l'étincelle OpenAI a foncé là-dessus, et les trois autres se sont dit, les cinq d'ailleurs, les trois autres se sont dit, oulala, comment qu'on fait pour réagir ? Microsoft, qui est l'historique de l'étape, qui a sa culture software, qui a sa culture, on met la main partout, investissement, etc., s'est dit, moi je m'acoquine avec OpenAI, on va faire les choses ensemble, investissement, on est au board, etc., etc. Microsoft soutient OpenAI, le petit OpenAI, donc c'est comme ça qu'on va aborder chez Microsoft le virage de l'intelligence artificielle. À mon avis, mauvais move, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à l'intégrer, ils font pas eux-mêmes, ils font des IA, mais c'est pas un acteur majeur eux-mêmes, alors ils intègrent du ChatGPT dans leurs services, mais les services, on n'en veut pas, parce que, c'est compliqué, Microsoft, c'est compliqué. Apple a viré, c'est pas qu'il a loupé le virage, Apple, c'est qu'il a du mal à prendre le départ, et ça commence à tourner. Il y en a un autre, c'est Google, et Google, il a surpris tout le monde. Lui qui est clairement marqué web, à Google, c'est du web. Alors, ils ont copié Microsoft, historiquement, enfin, copié. Ils se sont dit, tiens, les gens veulent de la bureautique, hop, je vais faire de la bureautique en ligne aux côtés de Google. Et puis, ils se sont mis à faire des tas de choses, et puis, Google est devenu le géant qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'heure de l'IA, ils se sont dit, ouloulou, ce truc pourrait nous bouleverser. Ils ont réussi à complètement changer, à se dire, mais nous aussi, on a des labos de recherche, les mecs de chez DeepMind, on va les mettre leaders d'un autre département, un département genre Google Recherche classique, on va le dégrader un petit peu parce que c'est pas l'avenir. Google a fait une révolution alors que c'est un colosse, et je trouve ça parfaitement intéressant et parfaitement bluffant là-dessus. Je voudrais qu'on remarque qu'aujourd'hui, 3 ans après l'arrivée de l'IA, l'étincelle OpenAI, OpenAI est un petit peu en difficulté parce que ça y est, 3 ans après, Google a repris le lead absolument partout. Et ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est une date anniversaire ce truc-là, c'est que si vous allez dans les leaderboards, donc là c'est sur LM Arena, je l'aime bien parce que c'est là où les utilisateurs testent plusieurs IA et ils disent laquelle ils préfèrent. Donc c'est pas un truc genre des chiffres, etc., c'est des usages des gens. Et sur le mode texte, Gemini, Google est en tête. Sur la partie web dev, alors il y a Claude qui a repris le lead sur cette partie-là, mais Gemini était en tête encore avant-hier. Sur la partie vision, donc même sur la partie compréhension des images, c'est aussi Gemini qui est en tête. Sur la partie création d'images, c'est un autre type d'IA, c'est aussi Gemini qui est en tête. Sur l'édition d'images, c'est encore une autre logique, c'est aussi Gemini qui est en tête. Sur la recherche c'est à part. La recherche c'est différent, il faut d'abord un index et les IA fonctionnent pas comme ça. Du coup, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est Grok et c'est Perplexity. C'est un truc à part en fait, la recherche. Si on est sur de la vidéo, sans surprise, VO, c'est aussi du Google. Google est absolument partout, est en train de plier le game de l'intelligence artificielle globale sur tous les sujets. Et on rencontre là,
en ce moment, à l'heure où je vous parle, 28 novembre 2025, 3 ans après OpenAI qui s'ouvre, qui rafle le tout et qui met un gros coup de pied dans les genoux de Google, ça y est, les courbes viennent de s'inverser. ChatGPT, OpenAI, est en train de perdre des abonnés au profit de Gemini. Je pense qu'il y a un monde dans lequel, dans 6 mois, dans 1 an, en fait, le leader, on ne dira plus ChatGPT pour dire IA, parce que c'est un coup de communication, d'être dans les premiers, c'est qu'après, tous les médias, quand ils veulent parler d'IA, ils disent pas IA, ils disent ChatGPT. Bon, voilà, c'est ancré. Mais peut-être que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, à la vitesse où ça va, Gemini va passer devant et on dira, t'as utilisé Gemini aujourd'hui, ça va plier le game et on va se retrouver avec un gros leader qui était le leader du monde d'avant d'il y a 3 ans, qui a mis 3 ans à redevenir leader du monde d'après. Je trouve ça absolument dingue et je vous livre du coup quand même une autre information. Donc il y a l'inversion de la courbe, ChatGPT perd des abonnés au profit de Gemini. Je vous avoue que moi je me pose la question, si j'avais pas tout mon historique de mémoire sur ChatGPT, ou si je pouvais le récupérer, je serais déjà passé sur Gemini. Bon, il y a les fonctionnalités quand même sur ChatGPT qui sont cool, et je vais vous en parler juste après. Il y a un autre banger qui est passé là dans l'actualité récemment, c'est une commande de GPU. Bon, ça on connaît, tous les grands leaders de l'IA, ils achètent des data centers, des GPU pour entraîner leur modèle, c'est la bataille dans la puissance de compute. Eh bien, c'est Meta qui vient d'acheter non pas des GPU, mais des TPU, et pas à Nvidia, à Google. Parce que oui, Google, il sait bien faire en tant que mastodonte d'être sur tous les éléments de la chaîne, y compris la fabrication des processeurs. Et ils ont fait des TPU, des Tensor Processor Unit, donc des processeurs qui sont capables d'être super forts pour l'inférence des IA. Ils sont super forts en IA. Par contre, ils ne sont pas généralistes comme les GPU, le reste, ils font moins bien. Les TPU, c'est Google qui les fait. Enfin, il n'est pas fondeur, Google. Il achète des composants, il design les trucs. Donc, Google a ces TPU et Meta, qui fait partie des géants, là, vient de passer une commande de ça, non pas à Nvidia avec les GPU, alors que c'est le leader du marché, mais à Google. Donc, sur la partie matérielle aussi, hardware, alors que Nvidia est leader incontesté et qu'on ne voit pas qui pourrait lui bouffer des parts de marché, il y a Google qui arrive et qui commence à lui bouffer des parts de marché. Grosse commande de Meta, leader de l'IA, un des leaders de l'IA, à Google, déjà le mastodonte IA qui va s'en trouver renforcé, qui va peut-être bouffer des parts de marché, à Nvidia, un des leaders boursiers du domaine aussi. Bref, je voulais vous dire ça, il y a pas mal de signaux, faibles, forts, qui nous indiquent que le monde est encore en train de changer, sachant que la tech, le web, l'IA, le digital, ça forge quand même le monde qui vient. On reste très très à l'écoute de Gemini et de Google, et on va voir comment ça tourne, mais 2026 va voir encore beaucoup de changements, j'en suis convaincu. Alors, OpenAI, les amis, fait dans la fonctionnalité. Ils n'ont pas envie de se laisser bouffer. Ils viennent de sortir 2 fonctionnalités. Je vous en parle rapidos, les amis. OpenAI en a un petit peu ras-le-pompon, je ne sais pas comment on dit, expression du siècle dernier, c'est très bien, c'est Renaud, de se faire bouffer par Gemini, puisque oui, Google est en train de reprendre le lead absolu sur l'intelligence artificielle. OpenAI fait au mieux, mais ils ont du mal à rivaliser avec la puissance, l'intelligence, etc., etc. Par contre, OpenAI reste devant sur les fonctionnalités. Quand on utilise ChatGPT, on a plein de fonctionnalités qui c'est un peu embêtant de ne pas les retrouver dans Gemini, tu vois. Donc ça nous fait rester chez OpenAI. Et aujourd'hui, OpenAI fait tout pour garder ses abonnés. Alors, ils nous sortent encore et encore de nouvelles fonctionnalités. Je vous ai déjà parlé lors du dernier Renaud Décode, c'était il y a quelques jours à peine, des fonctionnalités de search, commerce, e-shopping, par exemple, et de ce genre de fonctionnalités, il y en a plein qui sortent. Eh bien, il y a 2 nouvelles fonctionnalités là, maintenant. La première, c'est le choix de résidence des données. Alors, c'est un truc qui était très, très attendu par beaucoup. Eh bien, c'est en cours de déploiement, uniquement pour les abonnés entreprises et éducation. Alors, c'est notamment important pour les abonnements entreprises. On est une boîte, on prend un abonnement de ChatGPT, on met des utilisateurs dedans qu'on administre. Pourquoi ? Parce que les entreprises, elles ont toutes un truc qu'elles disent dès qu'on leur parle d'IA, c'est « Ouais, mais où elles sont mes données ? Je veux que ce soit sécurisé, je veux pas que ça parte à l'autre bout de la planète, patati patata. » A raison. Ils ont raison de se poser ce genre de questions, ça compte. Bon, et aucune IA aujourd'hui n'a de réponse. Et bien ça y est, ça vient de changer. ChatGPT a une réponse là-dessus et vient de nous indiquer qu'ils avaient en effet
la possibilité de choisir la résidence des données pour ces abonnements-là. On va pouvoir dire, moi, mes données de mon utilisation de ChatGPT entreprise, elles doivent être en France. Ça couvre l'Europe, ça couvre les pays d'Asie, ça couvre l'Inde, ça couvre l'Australie, ça couvre les États-Unis, bien sûr. Ça couvre beaucoup, beaucoup de pays. Et à partir de maintenant, dans ces offres, on va pouvoir dire, moi, je suis dans tel pays, je veux que mes données elles soient dans tel pays. Attention à ça. Alors, c'est une demande dans tout ce qui est RGPD, IA Act, souveraineté, etc., etc. C'est une vraie demande importante. Et ça peut faire basculer les décisions. Et prenez Mistral si vous êtes en France quand même. Mais faites comme vous voulez. Bref, donc ça va faire basculer des choses. Et je précise quand même que c'est vos données à vous qui vont pouvoir être localisées sur des serveurs que vous indiquez. C'est-à-dire, c'est l'historique de vos conversations, c'est les fichiers que vous posez, c'est les GPTs que vous créez. Toutes ces choses-là, elles vont être localisées dans votre pays si vous le souhaitez. Mais l'inférence elle-même, dans une conversation, le fait que l'IA vous réponde, ce travail-là, il n'est pas fait par un serveur en France, il est quand même fait par un serveur aux États-Unis, chez OpenAI. Ils gardent bien sûr le truc là-dessus, ils vont pas le mettre ailleurs. D'accord ? Donc la conversation courante, elle reçoit quand même des données qui partent aux États-Unis. Mais toutes les informations stockées sont dans le pays. On va voir comment ça tourne, s'ils trouvent d'autres logiques là-dessus et comment le monde évolue sur ce sujet-là. En tout cas, ChatGPT nous sort ce truc-là. Et la deuxième chose sur ChatGPT, est-ce que je vais pouvoir vous faire un petit test ? C'est le mode vocal avancé qui est ici et qui a changé. Avant, alors je ne vais pas me mettre en GPT Thinking, je vais mettre en auto. Avant, aujourd'hui, quand vous cliquez sur ce petit utilisation du mode vocal avancé, ça c'est juste le micro, c'est une dictée vocale, et ça c'est le mode vocal avancé, ça vous mettait sur un écran avec une bulle bleue, et puis vous étiez en mode vocal fermé. Alors super intéressant, interactif, vous pouvez le couper, c'est une vraie discussion hyper réaliste et tout ça, c'est génial, mais c'est un modèle à part. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander une image. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini cette conversation vocale, elle est finie la conversation vocale, il faut en entamer une autre. Bref, c'est un truc à part. Et maintenant, c'est un peu moins à part. Alors, pas tout à fait encore, mais c'est plutôt pas mal. Salut ChatGPT, tu m'entends ? Salut Renaud, bien sûr que je suis là et je m'en vais pas. Je suis là pour t'aider, donc n'hésite pas à me dire ce dont tu as besoin. J'arrête jusqu'ici parce que c'est pas le plus important, mais ce qu'il est en train de nous faire maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité du coup de notre ami ChatGPT, c'est que vous avez vu qu'en fait, je lui ai parlé et que en même temps, il a été faire une transcription de ce qu'il m'avait entendu dire pour me l'afficher à l'écran. Vous avez vu que c'est arrivé après. Donc on a bien toujours un modèle real-time, un modèle de conversation temps réel vachement intéressant, mais il prend la peine de le montrer textuellement, à la fois ce que j'ai dit et à la fois ce qu'il va dire. Il arrive à choper le texte dans les deux sens, d'écouter la conversation comme s'il y avait une troisième personne et ça nous fait un chat. Alors malheureusement, en mode vocal avancé, vous ne pourrez pas lui dire non plus créer une image par exemple. Il ne saura pas, c'est un modèle différent. Par contre, vous pourrez tout à fait lui dire je stoppe la conversation, là je lui demande de créer une image et puis je recontinue la même conversation en mode vocal. Qui va du coup savoir quelle image vous avez fait, que vous avez fait un joli dessin de canard, vous la commentez, etc., etc. Donc vous voyez, on se rapproche de tout l'aspect chouette de la conversation de ChatGPT, avec le multimodal et tout ça, et en même temps du mode vocal avancé qui est beaucoup moins tunnel fermé maintenant. C'est hyper intéressant, et je vous recommande, si vous avez jamais joué avec le mode vocal avancé, d'aller le tester et jouer avec maintenant. Il s'est nettement amélioré. C'est pas encore totalement intégré, c'est très difficile à faire, parce que c'est 3 modèles à faire discuter ensemble, mais c'est en train d'arriver. Les amis, ça change également du côté de chez Perplexity. On l'aime bien, Perplexity. On l'aime beaucoup, ce Perplexity. C'est le moteur de trouve, le concurrent de Google, qui ne fonctionne pas comme une IA, genre ChatGPT, Claude, Gemini, le chat, etc., mais qui fonctionne de façon très différente, qui a un index du web absolument énorme et qui, à chaque fois que vous demandez quelque chose, constitue des micro-index, des micro-bases de données pour vous fabriquer des réponses super. C'est pas un ChatGPT qui va vous chercher des petits extraits de sites web au moment où il doit vous citer des sources. Non, ça prend des sources d'abord, ça les analyse, ça les structure, et ensuite ça vous répond. Perplexity, c'est génial, je vous fais pas l'article, si vous connaissez pas, rattrapez le coup, les amis, bien sûr. Eh bien, Perplexity vient de suivre l'offensive qui a eu lieu il y a 2 jours, je vous en ai parlé sur Renaud Décode, l'offensive du shopping dans les IA. Puisque ChatGPT a sorti la recherche shopping il y a 2 jours à peine. Voilà, vous pouvez maintenant faire une recherche shopping dans ChatGPT. Il va vous poser plein de questions, puis après, il va vous mettre 3 références. Eh bien, Perplexity est en train de déployer. C'est pas présent en France malheureusement, mais c'est banger. Et il faut s'y préparer parce que quand ça arrivera, il faudra être au taquet, notamment, surtout, si vous êtes e-commerçant, les amis. Peut-être le futur de votre business, il passe très largement par ça.
Ça dépendra des usages. Perplexity est de plus en plus utilisé, de plus en plus satisfaisant. Eh bien, Perplexity vient d'intégrer le shopping dans Perplexity. Donc, nous, on l'a pas en France, mais ça va arriver très vite. Et vous le verrez, alors, je vous passe la petite vidéo là, de l'annonce officielle de Perplexity, parce que du coup, on l'a pas, cette histoire. Mais le principe, c'est de demander à Perplexity une recherche de produits. Je voudrais acheter des tasses comme ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Lui, il va se servir d'abord de son index. Il va vous poser des questions, savoir lequel est le mieux pour vous. Est-ce que vous voulez exactement la même, ou une autre couleur, ou des pingouins, ou un autre animal, etc., etc. Il vous pose des questions et il va se servir de son index pour vous parler vachement bien de ses tasses. Mais tu sais que ça passe pas au lave-vaisselle. Ah bon, zut alors, machin, etc. Il va vous aider là-dessus et il va vous accompagner dans votre expérience de shopping. Façon différente de ChatGPT recherche shopping. L'un ou l'autre vous plairont, ou les deux vous plairont peut-être, l'un ou l'autre vous plaira, ou les deux vous plairont. Ouais, je vais apprendre le Becherel, je vais m'y poser ce week-end, et il va vous accompagner jusqu'au bout, le petit Perplexity Shopping, puisque ça va aller aux États-Unis pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'accord pour l'Europe, et que ça crée des petites tensions quand même, ça va aller jusque l'achat. Alors, c'est pas à Perplexity que vous allez acheter, mais on va vous proposer, vous l'avez vu à la fin de cette petite vidéo de démo, une fois que vous dites « Ah, vas-y, cette tasse-là, elle est vachement bien », et bien quand on est à OK, on fait Instant Buy et on va pouvoir déclencher l'achat, payer directement sans quitter Perplexity, et Perplexity va faire le suivi. Il va nous dire, ah bah tiens, le mec a répondu et puis la commande est en cours de livraison. Ah bah là, normalement, tu l'as reçu, tout va bien, etc. Si on lui en reparle, toute cette mémorisation de cet échange que vous avez fait sur votre produit va s'en souvenir pour d'autres trucs après. Et c'est vachement bien. Alors, c'est pas un acteur tiers, c'est-à-dire que vraiment, c'est le e-shop, le e-commerce à l'autre bout qui va faire tout le suivi lui-même, c'est lui qui décide, etc. Il peut annuler les commandes, c'est pas Perplexity qui se pose en Amazon, si vous voulez. C'est un intermédiaire, il fait juste intermédiaire, après vous êtes en direct avec le e-commerçant. Mais Perplexity joue cette carte-là à fond, c'est-à-dire qu'ils ont déployé en même temps une console pour les e-commerçants. Les e-commerçants vont avoir le Perplexity Merchant Programme, ils vont pouvoir aller voir sur Perplexity, avoir des stats. Voilà dans quel cas mon super produit a été recommandé. Voilà, les gens, ils ont dit qu'ils aimaient mieux du bleu que du rouge. Ah mince, ou peut-être je crée un nouveau produit. Il va vous donner plein d'informations aux e-shoppers qui vont pouvoir aussi décider s'ils le veulent, ce sera gratuit. Nous dit-on, peut-être pas tout le temps, mais au moins au début. Ils vont pouvoir donner des informations. Non, mais t'as pas compris, en fait, elle est dispo en plusieurs coloris. Ah bon, très bien. Et Perplexity va donc recevoir ces informations des e-shopping pour recommander encore mieux des actions de shopping aux internautes. Le monde est en train de changer et l'IA, les IA, un système ou un autre, à la ChatGPT ou à la Perplexity Google, sont en train de se mettre en œuvre. Ce truc-là, pour information, parce que j'ai cité Google à l'instant, ça m'y fait penser, ils nous disent également qu'il y aura une cabine avec avatar. C'est-à-dire que si ce que vous voulez, c'est pas une tasse, mais un vêtement, un beau petit pull, vous pourrez vous dire, attends, ce petit pull, il donnerait quoi sur moi? Et il y aura une génération de votre avatar avec le petit pull, pour voir si ça vous va vraiment bien ou pas quand vous le voyez de loin. Perplexity va intégrer ça. Il n'y a pas d'information officielle, mais il semblerait que cette génération d'avatars se fasse avec Nano Banana, de chez Google, le concurrent. Bon, ce serait pas si surprenant que ça. Ils sont tous confrères, partenaires et concurrents dans la Silicon Valley. En tout cas, Perplexity va lui aussi bousculer le domaine du e-shopping. Si vous êtes e-commerçant, intéressez-vous tout de suite à ces choses-là pour être prêt quand ça sortira. C'est important. Allez, des petites infos en bref pour terminer cette revue des actualités avec le Parlement européen. Ouais, je sais, c'est tristoun, on va encore parler de régulation. Alors j'essaie de vous la faire courte, le Parlement européen vient, alors les médias nous disent vient de voter, mais c'est pas tout à fait le cas, je vais vous expliquer, le fait d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs, aux moins de 16 ans. Bon, en fait, l'information réelle, c'est pas tout à fait celle-là. Le Parlement européen vient d'appeler l'ensemble des pays de la communauté européenne à harmoniser l'âge de l'accès aux réseaux sociaux, de la majorité numérique, ça dépend de quel pays, à quelles règles dans son pays. Ils viennent de voter le fait de dire à tout le monde « et ce serait bien que ce soit 16 ans partout ». En fait, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est l'occasion de rouvrir ce dossier-là qui, il me semble, et vous me direz ce que vous pensez en commentaire, est un peu mal engagé. En gros, le truc est très simple, c'est de dire, en dessous de 13 ans, interdit les réseaux sociaux. Entre 13 et jusqu'à 16, autorisé, mais uniquement sur accord parental. Bon, à mon avis, c'est déjà pas un bon move, parce qu'en gros, les plateformes en face pourraient dire
plutôt que de se dire ah tiens, ils veulent des algorithmes vertueux sur mon réseau social, que ça empêche le doom scrolling et le machin, bah, l'Europe m'oblige à avoir une version de TikTok sans doom scrolling. Ah bah tiens, comme ont les Chinois. Les Chinois en Chine, ils ont un TikTok différent où il n'y a pas ce truc de happez-moi le cerveau. Au contraire, contenu informatif, ça coupe au bout d'un moment, photos merveilleuses, etc. etc. L'algo TikTok chinois, c'est pas le même que l'algo TikTok qu'on utilise nous. On pourrait dire en Europe, non, on veut le vôtre, hein, pas celui-là. On pourrait, mais non, c'est pas ça qu'on fait. On dit on interdit tous les réseaux sociaux. Si vos gamins, vous avez envie qu'ils regardent Hugo Décrypte pour se tenir un petit peu au courant de l'information, si vous avez envie qu'ils me regardent moi pour se tenir au courant de l'IA, qui est interdite à l'école par ailleurs, bref, tout ça, il faut que ça évolue très très vite, ça devient urgent. Si vous avez envie qu'ils regardent Jamy, c'est pas sorcier, pour s'informer sur plein de trucs, ou un dessin animé qui leur explique, ils pourront pas. Ce sera interdit pour eux. Tu n'as plus le droit de t'informer. J'aurais préféré qu'on dise tel contenu pourri, ça n'a pas lieu d'être accessible en France, ou tel algo qui nous rend débiles, pardon, mais non, on n'a pas envie d'être débile en Europe. J'aurais préféré qu'on fasse ça. Donc là, c'est avant 16 ans, interdit les réseaux sociaux. Moi, je crains que ce qui se passe, c'est que les plateformes se disent bon, du coup, ils ont interdit, ils règlent leur truc, nous, on change rien de nos algorithmes. Puis si t'as 17, tu vas tomber dans le doom scrolling et personne n'en aura rien à faire. Ou au contraire, même plus, se dire t'as 14 ans, tu vois des contenus à la noix, ouais, mais c'est les parents, c'est la responsabilité des parents. L'Europe va s'en laver les mains, les gouvernements aussi, et les plateformes aussi, et le truc va pas évoluer. En fait, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, cette bonne nouvelle. Mais bon, parce que ça protège pas vraiment, et il faut vraiment protéger, notamment les plus jeunes, et pas que, de ces patterns, je sais plus comment on dit, les dark patterns, tous ces trucs qui vont avec les réseaux sociaux et qui nous rendent nounouilles ou qui nous donnent des idées noires ou qui nous font perdre du temps pour rien ou qui nous rendent le cerveau vide. C'est ça en fait contre quoi il faudrait lutter. En tout cas, c'est un appel du Parlement européen dans ce sens-là. Est-ce que les parents vont vraiment être responsabilisés par ça ? J'ai pas l'impression. Est-ce que les enfants vont trouver une voie de contournement ? Et ils sont bien malins, bien sûr qu'ils trouveront. Est-ce que du coup ça oblige les plateformes à évoluer ? Moi je trouve que ça dit aux plateformes n'évoluez pas. De toute façon nous on interdit. Je sais pas, je suis pas fan du truc, notamment aussi du fait que en fait la vérification de l'âge sur laquelle repose tout ce système-là n'existe pas en Europe en fait. C'est pas prêt, on n'est pas prêt. Ce sera peut-être en 2026 les premières expérimentations, mais on n'est pas prêt à relever de l'âge puisqu'on n'est pas OK pour relever des informations privées comme la date de naissance. Donc il faudrait un système et ce système il n'est pas prêt. Il n'y a pas de système souverain en Europe qui est dispo aujourd'hui. Bon, un petit coup d'épée dans l'eau mais qui à mon avis va dans le mauvais sens. Bon voilà, je vous ai plombé le moral, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour les raisons que j'évoquais. Je dis pas que réguler les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, c'est pas intéressant. Au contraire, je dis que c'est crucial et vital, mais je préférais qu'on apprenne l'esprit critique à l'école aux enfants et qu'on dise aux plateformes, chez nous, pour notre but de société qu'on veut pour demain, arrêtez les trucs qui divisent et arrêtez les trucs qui bêtifient. Je préférais qu'on soit ferme là-dessus, plutôt que de dire on interdit à tout le monde. Bref. Vous avez compris ma position. Discutons-en en commentaire ou sur le site Renaud Décote, ce sera avec grand plaisir et bonheur. Il y a eu également, alors vous verrez tout un tas d'informations là-dessus, donc je vais pas faire long du tout sur cette news-là. Ces derniers jours, il y a eu Adopt AI. Je suis toujours surpris que ce truc-là est un nom américain, alors que ça s'est passé en France, mais voilà, Paris, fer de lance de Adopt AI, une sorte de vitrine, sommet, business, politique de l'action sur l'intelligence artificielle avec plein de participants, des stands, des intervenants, beaucoup d'intervenants qui nous ont parlé de l'IA. Bon, pour le coup, j'étais plutôt satisfait moi personnellement, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez des discours qui ressortent de ce Adopt AI. Ce Adopt AI, ça s'est passé au Grand Palais, donc à Paris, les 25 et 26 novembre dernier. Il y a eu des annonces qui vont dans le bon sens. Alors, il y a des annonces techniques qui m'ont bien plu, mais j'y reviendrai après. Il y a des annonces de partenariat dont je vous ai déjà parlé. Partenariat notamment, par exemple, entre Mistral et SAP. SAP qui construit un méga cloud en Allemagne et pour l'Europe, et Mistral qui se dit, nous, on va être dispo sur ce méga cloud en France et partout en Europe. Il y a des partenariats comme ça qui se font, qui sont super intéressants. Il y a eu quelques annonces là-dessus. Mais il y a aussi eu le positionnement des politiques. Et moi, j'étais assez agréablement surpris de voir qu'on était sorti de la logique
interdire, réguler. Il faut quand même réguler, mais il faut bien intelligemment réguler. Dire exactement ce qu'on veut pas, exactement ce qu'on veut. Pas faire des grosses cotes qui empêchent l'innovation. C'est mon opinion, c'est que mon opinion. Vous aurez la vôtre et on en discute en commentaire. Mais on est un peu sorti de cette logique-là. Interdire, on n'en veut pas. C'est américain, on n'en veut pas. C'est chinois, on n'en veut pas. C'est des données, on n'en veut pas. Bon, en fait, tu veux de rien, du coup, on fait rien. Mais du coup, on prend du retard. On est un peu en train de sortir de cette logique-là. Il y a eu des ministres qui se sont succédés. Il y a eu des grands acteurs de la tech, et il y a eu le président Macron qui a fait une intervention là-dessus en disant, voilà, et puis la ministre Anne Le Henanff de l'IA aujourd'hui, qui nous dit, faut de la souveraineté, faut construire des trucs, il faut qu'on ait nos super calculateurs, il faut qu'on ait notre cloud, on met du pognon là-dessus, et on avance. Alors il y a uniquement la partie héritée de Clara Chapaz qui reste un peu pimpin, ils en ont parlé aussi, le plan Oser l'IA. Bon, le truc, c'est de dire que le gouvernement va mettre un peu de pognon, mais pas assez du tout au regard des objectifs, pour faire en sorte que dans les entreprises, et globalement, on forme 100 000 personnes par an à l'intelligence artificielle. Sauf que c'est pas le gouvernement qui forme, il a ses petits copains qui font des formations nazes, ils financent eux, du coup, ça fait des sous qui se barrent. Pour faire quoi ? Pour former des gens, souvent un peu mal, et des gens qui, de toute façon, se seraient déjà formés. Si vous êtes une PME, si vous êtes un grand groupe aujourd'hui, vous vous formez déjà à l'intelligence artificielle. C'est pas possible. Et vous le faites sur vos fonds parce que ça va vous faire gagner du fric fou. Je pense qu'on aurait pu économiser cet argent-là et puis se dire on va former 100 000 personnes par an. Si je compte bien, il va nous falloir 2 siècles pour former tout le monde. C'est un petit... Bon, je ne sais pas. Bon, il reste ce truc-là, mais sur le reste, tout ce qui est industriel, on y va à bloc. Tout ce qui est coopération franco-allemande, on y va à bloc. Tout ce qui est... chacun fait des trucs super en termes d'investissement et d'innovation. C'est génial. Il y a vraiment un écosystème européen super et français également. Ça y est, on se réveille. C'est 3 ans après le déclic de l'IA, mais j'ai l'impression qu'on se met en ordre de bataille. Peut-être que ce sera que des discours. On a eu aussi le discours alléger un petit peu la réglementation. Je pense pas qu'il faut l'alléger, je pense qu'il faut la rendre plus intelligente, mais il y avait ça aussi. Il faut quand même nous laisser innover si on veut être à la hauteur des propositions qu'on peut avoir à faire. Moi, j'ai bien aimé ce qui est ressorti de ce sommet. Après, c'est qu'un sommet. C'est beaucoup politique. Est-ce que ce sera suivi des faits ? J'en sais rien. On verra bien ensemble. En tout cas, c'était l'occasion de faire le point sur les pensées de quel est le cap pour la France et l'Europe. Ça a l'air d'évoluer dans le bon sens, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, bien entendu. Et justement, la dernière actu de cette revue, j'aime bien finir par des robots, mais je vais finir par une humaine que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, et je m'en veux, j'ai méga honte. Cette dame, c'est Alice Recoq. Alors elle est décédée en 2021, c'est une pionnière de l'intelligence artificielle, c'est une informaticienne, c'est une Française, elle n'est pas née en France, elle est née en Algérie, etc., etc. Vous avez sa petite bio, etc. Et pourquoi je vous parle de Alice Recoq, qui est une des grandes oubliées, peut-être avec des relents de sexisme derrière ça, parce que c'est une des oubliées de l'intelligence artificielle pionnière et en France. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Alice Recoq, c'est aussi le nom du nouveau supercalculateur français. Ça y est, on y est, ça a été annoncé lors de Adopt AI, le dernier sommet sur l'IA qui s'est passé au Grand Palais à Paris. Ils nous ont annoncé Alice Recoq, donc le nouveau supercalculateur Exaflop. Alors Exaflop, ça fait 1000 pétaflops. Un pétaflop, c'est 1000... Bref, ça fait... comme si vous aviez... je devrais pas faire des calculs comme ça de tête. C'est comme si vous aviez un supercalculateur qui fait 10 millions de PC. Quelque chose de cet ordre, vous préciserez en commentaire. Bref, un vraiment supercalculateur de nouvelle génération, bien plus puissant que le précédent, qui était Joliot-Curie, qui va être du coup remplacé par celui-là. Il a 50 fois la capacité de Joliot-Curie, ce fameux Alice Recoq. Et alors, il a 50 fois la capacité, la puissance, mais en fait, son coût énergétique, sa consommation énergétique n'est multipliée que par 5. C'est vachement vertueux, il y a tout un système, je vous détaille pas, mais vous irez regarder des informations si ce truc vous intéresse. Et ce truc, en fait, il révèle une potentielle voie de souveraineté française là-dessus. Parce que c'est vraiment un super calculateur qui va être utilisé pour faire des prévisions météorologiques, des trucs sur l'environnement, sur le climat, sur la médecine prédictive, sur la médecine personnalisée. On a des super chercheurs, on manque de moyens, on est des géniaux de la santé, sauf que on est à la ramasse aujourd'hui en France. Peut-être que ce super calculateur va mettre à profit les meilleurs chercheurs pour nous faire demain, dans 5 ans, dans 10 ans,
de la médecine, par exemple, personnalisée. Pouvoir balancer dans un modèle sur ce supercalculateur des trucs sur notre santé et faire de la truc prédictif, etc. Super. La météo aussi, des jumeaux numériques de la planète, de la France, des courants marins, etc. Pour l'écologie, pour l'environnement, tout ça. C'est génial, c'est une très bonne idée qu'on ait ce Alice Recoq qui sera mis en service en 2026. Sûrement fin 2026. Et il s'inscrit dans une démarche européenne. Donc c'est tout un système qui a été annoncé, enfin une dynamique, on va dire ça comme ça c'est mieux comme ça, dynamique, Euro-HPC, qui vise à équiper l'Europe de grands points avec des supercalculateurs qui sont des supercalculateurs exaflop, donc avec des grosses puissances. C'est les Allemands qui ont dégainé les premiers avec Jupiter, c'était il y a quelques temps. Ils ont dégainé Jupiter, le premier exascale en Europe. Et bien c'est Alice Recoq maintenant qui est annoncé pour Paris, non c'est pas Paris, c'est au CEA, je sais plus où c'est le très grand centre de calcul. J'aime beaucoup cet acronyme, le TGCC. Il s'appelle comme ça. Tu vas où? Au TGCC. C'est quoi? C'est un très grand centre de calcul, TGCC. Voilà. Ce sera donc au CEA avec des acteurs publics, privés qui vont pouvoir utiliser ça pour faire des modèles physiques et de l'industrie, etc. Mais aussi pour entraîner des LLM. Peut-être que demain, je l'espère en tout cas, moi c'est un de mes paris, une troisième voie européenne, où on utilisera ces super calculateurs qui sont super balèzes et qui sont vertueux en termes d'énergie, de consommation, tout ça. Et on prendra le Jupiter allemand et on prendra le Recoq, la Alice Recoq en France et on fera nos modèles à nous qu'ensuite on distribuera à tous les petits Allemands, tous les petits Français, tous les petits Européens pour faire tourner en local. Ce serait une troisième voie intéressante. En tout cas, Alice Recoq sera opérationnelle dès l'année prochaine et c'est un pari politique positif sur l'avenir, sur l'IA et tout ce que ça peut nous apporter. Moi perso, je suis ravi. Et voilà pour cette revue d'actualité du jour. Merci et bravo à vous de l'avoir suivi. Il faut se tenir au courant de tout ça. J'en ai profité pour faire une émission. On réfléchit un petit peu, on prend un pas de côté aussi sur toutes ces choses-là parce que ça me semble très très intéressant et important de voir venir le monde qui vient. J'en profite pour vous dire que toutes les informations échanges sont dans les commentaires également sur le site renaud-descodes.fr et vous dire aussi que le monde qui vient, c'est le nom d'une conférence spectacle, un petit peu d'auto-promo que je vais jouer avec mon comparse Emmanuel Derrien qui est un conférencier IA. On sera à 2 sur scène le 11 décembre à la Cité des Congrès à Nantes. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous êtes nantais et si vous avez envie d'être inspiré sur l'IA et de voir venir le monde qui vient, eh bien vous viendrez nous voir sur scène le 11 décembre à la Cité des Congrès de Nantes. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de l'actualité web IA Digital Tech sur Renaud Descodes.